Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, nous allons parler d'écoute, mais dans un cadre particulier. Il y a quelques mois, dans l'épisode 223, je vous proposais, avec notre bon vieux managertools.com, un conseil qui était volontairement contre-intuitif pour les 90 premiers jours d'un ou d'une manager nouvellement promu. En gros, c'était de se taire et d'écouter, et de faire des one-on-one. Alors, je parlais plutôt des managers de proximité. Je suis collègue et je suis promu manager ou responsable de mon ancienne équipe, où c'est mon premier poste de management. Mais en fait, 2 exemples récents, merci Romain, montrent que ce conseil s'applique en fait tout autant aux membres de direction qui prennent un nouveau poste, qu'ils viennent de l'interne ou de l'externe. On a une discussion juste maintenant avec Romain sur ce sujet-là, on échangeait sur des accompagnements que nous faisons, et on s'est aperçu en fait que nos histoires convergeaient, étaient même très très bizarrement quasiment équivalentes. Il m'a dit, je pourrais prendre ton résumé et changer le nom et le coller dans ma situation et ça fonctionnerait très bien. Et donc je me suis posé la question, pourquoi est-ce que ce conseil, tais-toi et écoute, n'est presque jamais suivi ? Et je pense que la réponse de haut niveau, c'est parce que plus le niveau hiérarchique est élevé, plus la pression à agir vite est forte. Et donc plus le risque d'erreur est important. On va essayer de voir pourquoi est-ce que cette pression à agir vite est forte, pourquoi est-ce que un manager ou une directrice ou un chef de division pourrait se sentir obligé, finalement, d'aller plus vite que la musique. Les échecs précoces en comité de direction, c'est pas une rareté, puisque en quelques minutes avec Romain, on en a identifié plusieurs. Mais en fait, issus des trajectoires qui sont étonnamment similaires, et il y a des facteurs d'échec qui sont récurrents. Et donc, je vais vous en lister 10. Peut-être beaucoup, mais les situations sont tellement diverses que ces facteurs, je pense, peuvent être utiles. Et vous être utiles si vous prenez bientôt ou si vous avez pris récemment ce genre de nouvelles fonctions. Premier facteur clé, absence d'expérience directe du métier. Alors oui, je sais, l'expérience technique, la légitimité technique n'est qu'une facette de la légitimité, mais pour beaucoup de personnes, c'est la plus importante. Pourquoi est-ce que c'est un facteur clé d'échec ? Parce que la compréhension reste un peu abstraite. La compréhension du métier, de ce que fait l'équipe, de sa performance, est plutôt médiée par des indicateurs, des récits, mais souvent qui sont filtrés pour ne pas faire trop de peine, ou au contraire, pour savonner la planche à la nouvelle personne. Donc le terrain réel échappe à votre analyse, à votre prise. Donc attention à une absence d'expérience directe du métier. Deuxième facteur clé d'échec, arriver depuis un concurrent ou une entreprise du même secteur. Et là, le piège est assez classique. C'est pareil, j'ai fait A dans l'entreprise d'avant, je ferai A dans cette entreprise-ci. Les recettes d'hier sont transposées beaucoup trop vite, et donc on se plante parce que, évidemment, 2 entreprises ne se ressemblent pas. Ou alors, arriver depuis un univers complètement différent, 3e facteur clé d'échec. Un univers complètement différent, ça veut dire qu'on a un choc culturel, et si on ne fait pas attention, on va le minimiser. Et donc tout ce qui est code implicite, symbole de légitimité, voire même canaux ou circuits de pouvoir, sont mal lus, et donc on risque de commettre les impairs et perdre la confiance des personnes autour de nous. 4e facteur clé d'échec, confondre écoute et validation. Certaines dirigeantes écoutent pour confirmer ce qu'elles pensent déjà. L'écoute, ça devient plutôt un rituel de légitimation plutôt que d'apprentissage. Romain me parlait d'un directeur qui, à la première réunion avec sa nouvelle équipe, allait leur parler de sa vision. Donc là, il y avait même pas écoute en fait. On était directement enfoncé dans le « je suis Jésus-Christ, suivez-moi ». Prochain facteur clé, s'appuyer trop vite sur un cercle restreint. Oui, dans les pratiques, on a bonne pratique, entre guillemets, il y a la construction d'un cercle rapproché de gens en qui on va pouvoir faire confiance. Mais c'est pas possible de le faire vite,
Parce que trouver rapidement des alliés, ça peut vous rassurer, mais par contre, ça va créer un biais massif, puisqu'on va hériter de tous leurs angles morts, et tout le reste de l'organisation va complètement se fermer, puisqu'ils vont se dire « Ah, il a déjà choisi ces personnes, il a déjà choisi sa garde rapprochée, comme on dit. » Et donc, c'est pas bon dans les premiers jours d'un nouveau poste à ce niveau-là. Prochain facteur clé, lire l'organisation à travers l'organigramme. Le pouvoir réel est rarement là où il est écrit, très rarement. Alors on a avec l'organigramme la structure, disons des lignes de reporting, mais ça va s'arrêter à peu près là. Et donc ignorer tout ce qui est leadership informel est une erreur qui est assez fréquente. D'où la nécessité d'écouter et d'observer pour voir, ah tiens, où sont les vrais circuits de décision. Prochain facteur clé d'échec, surinterpréter les signaux faibles, surtout au début. Une résistance, c'est pas toujours une opposition. Vous ne savez pas pourquoi la personne résiste. Le silence, c'est pas forcément un accord. Vous ne savez pas pourquoi la personne reste silencieuse alors que vous dites quelque chose qui la concerne. Une adhésion rapide peut être stratégique, ça peut être un savonnage de planche. Donc, surinterpréter ces signaux faibles est dangereux. C'est pour ça qu'on a besoin de temps pour faire ces observations. Prochain facteur clé, vouloir marquer trop vite. Marquer les gens, marquer des buts, avoir des succès. Et l'envie de laisser une trace pousse à des décisions visibles, mais qui sont prématurées. C'est les fameux quick wins. Ce qui marque durablement, ce sont plutôt des décisions différées, les décisions qu'on aura prises au bon moment. Prochain facteur clé d'échec, ignorer l'histoire émotionnelle de l'organisation. Votre organisation a une vie avant vous. Vous ne savez pas où sont les conflits cachés ou latents. Est-ce qu'il y a des fusions ratées, est-ce qu'il y a eu des plans sociaux, est-ce qu'il y a eu des conflits, est-ce qu'il y a eu des histoires qui n'ont jamais vraiment été résolues. Rien de tout ça est neutre, et donc va complètement conditionner votre arrivée dans le nouveau système. Et enfin, sous-estimer la fatigue organisationnelle. Il y a des résistances qui sont simplement pas idéologiques, mais simplement liées à l'épuisement. Si vous êtes la 4e personne en 3 ans, puis que vous êtes la 4e à vouloir donner votre vision au bout de 2 jours, les gens ils sont fatigués. C'est très compliqué pour eux. D'où l'idée de prendre le temps. Donc vous voyez comme écouter est l'acte le plus stratégique. Ça signifie pas être passif, ça signifie pas ne rien faire, ça signifie juste différer une action visible pour renforcer cette action future. Donc vos 90 premiers jours devraient servir à comprendre les jeux de pouvoir, identifier les dépendances réelles entre les gens, entre les systèmes, repérer les lignes de fracture, ou les lignes de soudure d'ailleurs, saisir ce qui fait sens et ce qui ne fait plus sens. C'est un travail super invisible qui va prendre du temps, voire de l'argent. Peut-être il va falloir voyager, il va falloir passer du temps avec les gens, il va falloir les sortir de leur day-to-day. Et donc c'est un travail qui est souvent sous-estimé. Quelques conseils concrets. Commencez par cartographier vos parties prenantes. Conseil d'administration, autres membres de direction, direction générale, leader informel, perçu ou pas. Tenez à jour cette petite carte au début. Et puis faites votre analyse des parties prenantes. Il y a des outils pour faire ça. Et d'ailleurs, je pourrais vous en présenter un ou plusieurs si on travaille ensemble. Autre conseil, travaillez la manière avant le contenu. Oui, je sais, c'est bizarre, mais le problème, c'est qu'au début, les gens n'ont que la perception puisqu'on a dit qu'on ne peut pas agir vite. Donc la perception va jouer un rôle déterminant au début. Quand je dis qu'on ne peut pas agir, ça veut dire que je ne peux pas prendre de décision, mais je peux mouiller le maillot. Mais je peux aller voir comment les gens font sur le terrain, ça je peux le faire. Mais je ne peux pas travailler le contenu concret d'une vision ou d'une réorganisation dans les premières semaines. Et la perception est super importante parce que 3 déterminants majeurs de la motivation sont des perceptions, on le sait. Équité perçue, soutien perçu du manager, sens perçu du travail. La perception va beaucoup compter au début. 3e conseil, multiplier les entretiens d'écoute. Au café, au lunch, en one-on-one, dans la voiture, en déplacement, c'est égal, mais il faut que ces entretiens individuels, confidentiels, sans promesse immédiate, aient lieu pour que les gens puissent apprendre à vous connaître, à savoir qui vous êtes, comment est-ce que vous êtes fait, comment est-ce que vous fonctionnez. 4e conseil, résistez absolument aux quick wins.
des quick wins organisationnels. Encore une fois, mouiller le maillot, c'est jamais un quick win. C'est quelque chose qu'on fait par exemplarité. Les gains rapides coûtent souvent cher à moyen terme. Et enfin, ne jouez pas à l'empathie. Faire semblant d'être empathique, c'est une très mauvaise idée, ça finit par se voir. Sauf si vous êtes complètement psychopathique, ce que je ne crois pas puisque vous écoutez ce podcast. Donc, attention à une empathie forcée qui pourrait être perçue comme « Ah, il veut s'attirer nos bonnes grâces ». Et donc, vous allez détruire la confiance en faisant ça. Donc, vous voyez que finalement, les 90 premiers jours sont pas faits pour briller. Et c'est ce qui fait que vous devez anticiper ça en négociant ça avec votre direction générale quand vous êtes engagé à ces niveaux-là, en interne ou en externe. Dites, j'aurai besoin de, alors tapez dans 6 mois, comme ça vous en aurez 3. J'ai besoin de 6 mois pour me faire une idée de comment ça se passe. Faites référence à cet épisode de podcast si vous voulez. Mais c'est très important, parce que c'est clair que si vous ne négociez rien, si votre directeur général vous engage pour, entre guillemets, changer les choses, mettre un coup de pied dans le cocotier, en parenthèse, pourquoi est-ce que lui, il l'a pas fait avant, hein? Ça aussi, c'est peut-être une question d'entretien, ou une fois que vous êtes dans la place, de dire, mais qu'est-ce qui s'est déjà fait? Ah, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ça, c'est souvent des questions que je pose en coaching, ça. Donc, les 90 premiers jours sont pas faits pour briller, donc vous devez négocier une période de calme, de 6 mois, et au bout de 6 mois-là, vous allez pouvoir proposer une vision à votre direction générale et peut-être la mettre en place avec votre équipe. Donc, ne rien faire de marquant, c'est pas l'inaction, c'est vraiment une stratégie. Bien écouter, dans ces cas-là, c'est une excellente stratégie. À la semaine prochaine. Ciao.